On ne sait pas si Donald Trump a changé, mais en tous les cas, la perception que l'on peut en avoir, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et en France, a changé énormément. Il était très largement critiqué pour le caractère erratique de sa politique. Il est désormais presque unanimement salué pour la fermeté dont il a fait preuve en allant bombarder une base militaire syrienne. C'est quand même assez paradoxal, c'est que finalement, ces bombardements n'ont pas débouché sur grand-chose. Au-delà de l'émotion, de la satisfaction immédiate de voir Bachar et ses troupes être frappés, en quoi on a avancé sur le règlement de la crise syrienne, de la guerre civile en Syrie. En quoi cela permet finalement d'imaginer une solution politique plus globale et est-ce que ces frappes sont inscrites dans un cadre stratégique global, dans une réflexion globale, ou est-ce que c'est une réaction à la fois émotionnelle et médiatique à l'horreur de l'usage d'armes chimiques. Et donc il est quand même pour le moins curieux de voir cette unanimité à saluer ces frappes alors que très concrètement le résultat qu'elles peuvent avoir n'est pas aussi énorme que cela, et il faudrait peut-être replacer l'usage de la force dans un cadre plus général. Non pas que l'usage de la force soit toujours à bannir, il peut être très utile, mais il ne peut être utile que s'il y a un projet politique très précis. Or là, il n'est pas certain que l'on voit ce projet politique très précis de la part de Donald Trump. Outre le fait que de vouloir faire peur, de communiquer sur le thème « je suis imprévisible, je peux faire n'importe quoi, attention à moi ». On peut bien sûr le relier à l'envoi d'un porte-avions en Corée du Nord pour impressionner Kim Jong-un. Est-ce qu'il pourra faire des frappes en Corée du Nord ? Il faut espérer que non, parce que là, les répercussions globales seraient importantes, aussi bien dans la péninsule coréenne que par rapport au Japon. Et finalement, dans ce jeu-là, une fois encore, Kim Jong-un et Donald Trump sont dans le même jeu, d'essayer de faire croire qu'ils peuvent franchir l'irréparable, mais n'ayant pas l'intention de le faire, mais ayant intérêt à ce que l'on croit qu'ils puissent le faire. On a aussi beaucoup salué l'arrivée de généraux dans l'entourage de Donald Trump qui auraient pris le pouvoir. C'est finalement les généraux qui maintenant guideraient la politique étrangère. Là aussi, il y a un paradoxe de se réjouir que des généraux soient à la direction d'une diplomatie, mais il est vrai que ceux qu'ils ont éliminés, les Steve Bannon et consorts, qui étaient beaucoup plus radicaux, beaucoup plus jusqu'au-boutistes, eh bien, effectivement, le fait d'avoir des hommes qui connaissent le prix du sang, qui connaissent le prix de l'intervention militaire est plutôt rassurant. Mais c'est rassurant par rapport aux extrémistes qui étaient là auparavant, parce que, au final, quand même, le fait de cette militarisation de la diplomatie, le fait d'augmenter de 10% le budget militaire américain et de réduire les crédits du département d'État ne sont pas de bon augure pour la suite. Bien sûr, on évite le pire, avec des gens qui sont moins irresponsables que ceux qu'ils ont chassés, mais on peut craindre quand même que le complexe militaire-industriel très puissant aux États-Unis prenne finalement la direction de la politique étrangère américaine, et ceci, si ce n'est pas compensé par des forces plus importantes, au département d'État notamment, mais ailleurs, pourrait avoir un impact négatif sur le moyen long terme. Eisenhower, lui-même général d'ailleurs, avait dénoncé le poids du complexe militaro-industriel lorsqu'il a quitté le pouvoir en 1961. Donc on pourrait dire beaucoup de bruit pour rien après les frappes en Syrie, on ne voit pas toujours le plan d'ensemble. Quelle est la vision de Donald Trump du règlement de la question syrienne, du Proche-Orient? Il a effectivement agi avec force, mais une force qui ne s'inscrit pas dans un cadre global. Ce complexe militaire-industriel est plus puissant que jamais aux États-Unis. Est-ce que l'augmentation sans fin des dépenses militaires est la bonne solution aux problèmes qui sont posés non seulement aux États-Unis, mais au reste du monde? Est-ce que cela ne va pas avoir un effet sur les autres pays qui vont suivre cette course, même de loin? Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt besoin d'affecter des budgets à des besoins civils, y compris en termes de sécurité, pour la sécurité du futur? Est-ce que la coupe des crédits du département d'État est vraiment la bonne façon de répondre aux défis que se posent les États-Unis? Et donc, même si on peut se satisfaire de voir quelques extrémistes être écartés au profit de gens plus raisonnables, on peut quand même se poser quelques questions sur la militarisation en cours de la diplomatie américaine.